Coucou tout le monde. Alors, ce soir, c'est un live. J'ai pas pu mettre le titre, ça n'a pas marché, mais c'est un live avec Olivier Chambon, donc psychiatre et psychothérapeute. Je vais l'inviter dans très très peu de temps. Dès que voilà, il est là, donc je vais l'inviter tout de suite. Coucou tout le Voilà, c'est monde, il y bon. a les abonnés qui arrivent. Bonsoir Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais. Alors bonsoir tout le Bonsoir, monde. bonsoir Merci à toi. infiniment. Merci infiniment d'être là. Merci à toi, Olivier, d'être là. Merci à tous ceux qui sont en live ce soir avec nous et à tous ceux qui seront en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient aussi les replays. Donc, Olivier Chambon, j'ai pas pu mettre le titre dans le live, ça ne voulait pas, mais c'est pas grave. Je vous le présente, je pense que vous le connaissez sans doute. Olivier Chambon, c'est un psychiatre, psychothérapeute, auteur, conférencier. Tu as écrit plein de livres sur la vie après la mort, la conscience, la mort expliquée aux enfants, les psychédéliques. Voilà, tu as fait déjà plein de choses. Le Tu as une chamanisme, grande carrière derrière toi. Dis-moi. le chamanisme aussi, ouais. Oui. Exact. J'ai vu le chamanisme aussi. Donc voilà. On pourrait parler de plein de choses. On a décidé de passer une heure ensemble. On va surtout se concentrer sur la vie après la mort, parce que vraiment je parle en connaissance de cause parce que moi j'ai été hypochondriaque pendant très longtemps, pendant des années. J'ai 39 ans, jusqu'à mes 36 ans j'ai été hypochondriaque. J'avais très peur de la mort. Quand j'étais petite, je me souviens que j'avais peur de mourir comme ça dans la nuit sans raison. Donc c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant très longtemps. Et je pense que si j'avais su, si mes parents m'avaient parlé de la vie après la mort, qui est quand même un sujet super tabou en France, bah peut-être que j'aurais vécu les choses différemment, j'aurais été moins angoissée, j'aurais vécu différemment. Du coup, je pense qu'en France, c'est encore très important de partager cette idée que le matérialisme et le post-matérialisme, on va en parler, voilà, on est plus dans cette idée que maintenant, la conscience survit en fait à la mort du corps physique. Ça, tu m'en avais parlé, le matérialisme, c'est vraiment l'idée que le corps physique produit la conscience. On est plutôt en train de passer à une idée de post-matérialisme qui dirait que la conscience, en fait, elle s'incarne dans le corps. C'est comme si le corps, c'était un peu une radio qui recevait la conscience. C'est bien ça? Oui, alors on peut même aller plus loin en disant, si on est dans le post-matérialisme, que la matière est un des états possibles de la conscience. C'est-à-dire tout n'est que conscience. Tout au départ dans l'univers a été formé par un immense champ de conscience intelligent et intentionné. Gary Schwartz, un Américain, appelle ça God, G-O-D, comme Dieu, mais ça veut dire Guiding, Organizing, Designing, c'est-à-dire un champ d'information d'énergie qui guide, organise et conçoit, Guiding, Organizing, Designing. Et que toute la fondation de l'univers, tout le déroulement et l'évolution de l'univers obéit à un plan intelligent, évolutif et créatif. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des astrophysiciens ou des cosmologistes, de plus en plus. Et si on associe à ça le fait que justement, comme tout vient de la conscience, tout retourne à la conscience, tout est pénétré de conscience. La conscience est dans la matière et la matière est dans la conscience. Et c'est la même conscience qui relie tous les étages de l'univers, mais dans des quantités et proportions différentes. Et on se dit que donc voilà, on voit pas comment on pourrait mourir. La conscience individuelle qui est un petit bout dissocié momentanément comme un tourbillon qui se formerait à partir de la surface de l'eau, qui est toujours de l'eau, mais prend une forme particulière. On pourrait croire que c'est plus d'eau, mais ça en est toujours. Il est fait d'eau. Et ben cette petite forme particulière qu'on prend, c'est ce qu'on appelle la conscience individuelle, qui se dissocie temporairement du grand champ de conscience universelle. Mais dès que les hypnotisants naturels, les attracteurs de la petite conscience se dissolvent, c'est-à-dire quand le corps meurt, en gros, qui est un grand hypnotiseur et attracteur de la conscience, comme si il y avait un point de capiton, tu sais, dans un tissu, tu mets un clou, et ça fait une Ouais. sorte de cône, ça. Et le clou, c'est un peu le corps qui maintient la conscience proche de la terre, quoi, proche d'un plan en état ordinaire rétréci. Mhm. Alors que toutes les méthodes spirituelles, y compris psychédéliques ou chamaniques, ça élargit la conscience. Ouais. C'est comme si tu étais au fond du tourbillon, les parois se font face, elles se reflètent, et tu as plein de méta-pensées, de réflexion sur la réflexion. Et puis quand tu remontes vers le sommet du tourbillon, ça s'évase, et puis ça revient ensuite à l'océan infini de la conscience universelle. Et donc, quand tu remontes, c'est les méthodes spirituelles qui te font remonter, élargir en conscience. Et la mort est un méga état élargi de conscience. C'est-à-dire que Libération, c'est quoi. plus fort que les c'est plus fort que les psychédéliques, c'est plus fort que toutes les méthodes spirituelles. Il y a une libération complète du coup du corps, ce qui n'empêche pas qu'après il y a la psyché, c'est-à-dire le corps émotionnel et mental et spirituel continue à vivre sous une forme un peu individuelle et ont des expériences à faire, mais ça peut-être qu'on y reviendra au cours de la séance. Mais
la mort n'existe pas. Hein. Je dis une banalité, hein, parce que là, il y a tellement de gens qui disent ça maintenant, mais en même temps, Ah c'est oui, mais tellement alors vrai. attends, tu dis une L'amour, banalité, mais il faut quand même savoir que moi, je pense que 90% des gens ont peur du grand trou noir. Ils ont peur qu'il n'y ait plus oui, rien à la fin. bien sûr, parce que le matérialisme, sans l'avoir jamais prouvé, a Ouais. affirmé au départ, dans ces postulats, que la matière crée la conscience. Et encore maintenant, malgré des centaines d'années, 100 années de recherche financées par des milliards et des milliards de dollars ou d'euros, tout ce que tu veux, ils n'ont jamais pu le prouver, alors que beaucoup de faits, notamment les expériences extraordinaires autour de la mort, convergent comme un faisceau pour dire non, la conscience est indépendante du cerveau et elle survit à la mort du cerveau ou elle arrête le fonctionnement du cerveau. Ça, on Mm. verra comment on l'explicitera aujourd'hui, mais je crois que c'est vraiment très important. Il est plus scientifique de nos jours de dire la conscience indépendante du cerveau que de dire le cerveau sécrète la conscience comme le foie sécrète la bile. Le cerveau est une interface qui permet on appelle ça un transcodeur. Tu transposes un système physique, on a un autre système physique, un système d'ondes électromagnétiques, les programmes en système d'ondes sonores qui soient entendables par notre conscience. Si tu casses le poste, les programmes existent toujours. C'est pas le poste qui a créé les programmes. Si tu entends un orchestre jouer, c'est pas la peine de démonter le poste. Il n'est pas dedans, l'orchestre. Ouais. Mais évidemment, le poste est nécessaire pour qu'on entende l'orchestre. Le cerveau est nécessaire pour qu'on interagisse entre conscience donc absolue, conscience universelle et petite conscience rétrécie. Entre les deux, il y a le cerveau avec son fonctionnement qui filtre, qui réduit, qui contraint. Donc on perd de l'information, beaucoup d'informations, et c'est nécessaire pour vivre sur Terre, parce que si on recevait tout, comme les médiums parfois reçoivent trop d'informations des défunts, ou les chamans trop d'informations des esprits, ils seraient envahis. Donc on a Ouais. besoin de filtrer, mais dès qu'on diminue l'emprise de ces filtres par des méthodes spirituelles, le corps se détend, le cœur s'ouvre, l'esprit se calme, et il y Mm. a une connexion qui se refait entre notre petit champ de conscience individuel et le plus grand champ de conscience, ou des esprits, on pourrait dire, ou des mondes, et puis parfois au grand champ de conscience source, le grand esprit avec un grand E, le cosmos avec un grand C, l'univers avec un grand U, Dieu avec Dieu 2.0, la conscience avec un grand C, enfin c'est tous des grands Ouais. machins, la source avec un grand S, la vie avec un grand V, et l'intelligence. Enfin, bref, on peut l'appeler par le nom qu'on veut, n'empêche qu'il y a une sorte de réalité sous-jacente à la nôtre qui crée et qui influe notre réalité matérielle. Pour beaucoup de spiritualistes ou de chamans ou ça, la vie qu'on a là en état rétréci de conscience, c'est une vie de rêve, parfois de cauchemar, et que quand on revient en arrière dans le monde qui est derrière et qui forme ça, on se réveille et on voit à quel point on était pris dans un rêve, dans des rôles, dans des identifications, dans l'hypnose de l'ego Mm. qui donne un certain sens, une certaine torsion à la petite conscience et qui l'empêche de s'envoler. C'est nécessaire aussi pour vivre sur Terre, un ego bien entendu, donc il ne s'agit pas de le critiquer, mais il s'agit de pas toujours réagir en fonction de ses peurs, de ses failles, mais aussi de l'alimenter par d'autres ressources, d'autres intelligences qui grandissent lui aussi et qui t'empêchent pas de grandir ou de te reconnecter. Voilà en gros. Je sais pas si je Mais le alors, dis. du coup, moi, ce qui me rend dingue, en fait, c'est de me dire que justement, on est quasiment sûr à 99%, parce que tu en parles aussi dans différentes interviews, que justement, Oui, la pensée post-matérialiste, c'est quand même celle qui tend à être la plus réaliste. Donc finalement, que la oui, conscience est parce elle explique tout ce qu'explique la pensée matérialiste, mais en plus, elle explique les phénomènes dits extraordinaires ou paranormaux ou tout ce que tu veux. C'est ni paranormal, c'est juste qu'on n'avait pas le bon modèle pour expliquer comment ça fonctionnait. Et avec le modèle post-matérialiste, la conscience est à l'origine et la matière et l'énergie sont secondaires à la conscience, eh bien, on explique tout et de manière très simple. Or, c'est scientifique parce qu'on dit qu'il y a un des principes scientifiques majeurs, c'est le principe du rasoir d'Occam, je voulais O-C-K-A-M. justement que tu nous en parles. Donc ça tombe bien, vas-y. Oui, bah oui, c'est-à-dire que en science, quand on a plusieurs hypothèses pour expliquer ce qui se passe, il faut choisir a priori la plus simple et qui explique le plus de faits. Ce qui tombe un peu sous le sens. Pourquoi prendre des hypothèses tarabiscotées qui expliquent peu de choses? Ouais. Or, quand on regarde les faits, des expériences périmortelles, juste avant la mort, pendant la mort, après la mort, eh bien, l'hypothèse qui est la plus simple et qui explique tout, c'est que la conscience est indépendante du cerveau et continue à vivre après la mort du cerveau. Avec ça, t'expliques tout et t'as pas besoin de t'arracher les cheveux. Moi, je risque rien d'ailleurs parce que je suis chaud, mais bon.
Je ne serais pas non plus de couper les cheveux en quatre, en faire des hypothèses compliquées. Mais alors, du coup, Mais comment est-ce possible que justement les gens ne le sachent pas encore? Comment se fait-il que ce ne soit pas plus répandu, que les gens ne le sachent pas, que les médias n'en parlent pas, qu'on ne nous parle pas plus de ces choses-là? Moi, je regarde plus les infos depuis bien longtemps, mais voilà, c'est des choses dont on devrait parler très souvent pour que les gens puissent comprendre que parce qu'on ça y est, nous ça a a fait changé. croire, parce qu'on nous a fait croire que le matérialisme détenait le monopole de la raison, Hmm. de la science, et d'ailleurs justifiait un type de vie qui est lui aussi dit matérialisme, mais dans un autre sens, c'est-à-dire de consommation, de distraction, de chacun pour soi, de compétition, tatati, tatata, enfin bref, tout sauf de la sagesse et de l'intelligence collective partagée au service du plus grand nombre. Hein. Tout au profit d'une élite, hein, moi j'appelle ça les argomanes, c'est-à-dire les fous de l'argent, du pouvoir et du sexe, que sont nos hommes politiques. Il faut savoir qu'on élit toujours les pires d'entre nous, puisque c'est toujours les plus intéressés, les plus narcissiques, les plus féroces compétiteurs qui arrivent le plus haut en politique. Donc, de toute façon, on est sûr de ne pas se tromper, ça va être nul. Bon, bref, sortons de cette impasse de la politique. Et non, mais pour tout ça pour dire que donc, on nous a fait croire que le matérialisme c'était la raison. Or, pour moi, c'est une église le matérialisme. Pourquoi c'est une église? Parce que le postulat qui dit que la conscience émerge de la matière, eh ben, je suis désolé, c'est dire qu'il y a un miracle. C'est Jésus qui transforme l'eau en vin. C'est Jésus qui marche sur l'eau. De dire la matière crée la conscience. Par l'opération du Saint-Esprit, Dieu, la matière, a créé l'univers. Ben, Ouais, je vois ce que quand tu il veux dire. Ouais. réfléchit, Oui, c'est vrai que c'est pas très ça logique tient en pas une fait, quand on y seconde, pense. quoi. Donc, ils ont fait croire qu'ils avaient la méthode scientifique. Or, la méthode scientifique ne dépend pas d'une philosophie particulière d'un postulat. C'est une méthode, comme son nom l'indique, c'est-à-dire, face à des faits, tu te dis comment expliquer des faits. Tu fais une hypothèse, tu mets en place ensuite une expérience ou tu fais une observation Un et tu regardes si protocole. les faits sont vérifiés ou pas. S'ils sont vérifiés, ça conforte l'hypothèse. S'ils sont pas vérifiés, il faut en trouver une autre ou la modifier l'hypothèse. Ça, c'est la méthode scientifique. Ouais. On peut le faire et beaucoup de scientifiques l'ont fait, scientifiques post-matérialistes l'ont fait autour des expériences périmortelles, c'est-à-dire juste avant, pendant et après la mort. Donc ça, ils nous ont fait croire, c'est un tour de passe-passe, en fait, c'est des gros malins. C'est nous les gars sérieux. Alors les journalistes, oh là là, faut peut-être pas dire ça. Et en France, ils sont tellement incultes et frileux de parler de ça, que ça vient. Mais longtemps que quand ils invitent un médecin comme Charbonnier à parler des expériences de mort imminente, alors que Charbonnier, il est médecin, il est donc scientifique, il est anesthésiste réanimateur. Et alors, ils me laissent parler, puis ils ont fait venir un autre mec qui est un sceptique fini, un cardiologue. Et maintenant, la parole du scientifique, il dit. Et Charbonnier me dit, attendez, les scientifiques, le mec, il est médecin comme moi, il est plus scientifique. Alors qu'ils n'ont pas. Simplement parce que ça vous arrange pas. Ils ont peur d'être peu crédibles, ils ont peur d'être critiqués. Et puis tu sais bien que, maintenant, on le sait que 90% des médias sont aux mains du milliardaire. T'as vu ce qu'ils ont fait Ouais. l'idole de l'info. T'as vu ce qu'ils font à tout ce qui introduit l'humour, l'amour et le détachement. T'as vu comme c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. On est des produits qu'il faut utiliser, des vaches à lait pour leur business. Donc, enfin, bref, là aussi, je ne vais pas retomber là-dedans parce que Oui, ouais, c'est ouais. hors propos. Hmm. Mais je suis aussi un homme, donc j'ai aussi des idées et des opinions. Donc là, j'aurais pas en profiter. Disons que j'ai dit sans faire attention. Mais bon, bref. Donc si tu veux, voilà, il y a ça. Si tu veux, puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la science, à un moment donné de son histoire, a dû se construire contre l'Église. Parce que sinon, c'était de même qu'il y avait une théocratie, c'est-à-dire c'était l'Église qui influait sur l'État et les lois et le fonctionnement voilà, de la justice et tout, quoi. Donc autant c'est aussi l'Église qui condamnait, et parfois à mort, des scientifiques, pourtant qu'ils disaient des grosses vérités qui allaient à l'encontre de ce que disait la Bible. Donc, il y a un moment donne, pour survivre, pour créer une vraie science, ils ont pu vraiment s'éloigner complètement à 180 degrés, volte-face par rapport à l'Église, donc dire l'inverse de l'Église, c'est-à-dire que la spiritualité n'existe pas, il n'y a pas d'esprit, Ouais. il n'y a pas de conscience, il n'y a que C'est de la la matière. Donc là, on fameuse est idée de sûr, René Descartes. Quand les gens disent je voilà, suis cartésien, voilà, c'est je doute de Descartes, tout tant que c'est pas vérifié, quoi. Descartes, Newton, etc., Copernic, etc. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, parce que Newton était un grand spiritualiste, ça on le dit pas. Descartes a fait assez grandes découvertes au cours de rêves, donc dans des états élargis de conscience, et il parlait de l'âme et du corps. Simplement, il disait que l'âme existe Descartes. Il faut pas l'oublier, ça. Simplement, il disait, et c'est ça ce qu'on appelle le dualisme cartésien, c'est l'âme, c'est la res cogita, et le corps, c'est la res extensa, donc la chose étendue, la chose pensante. Les deux s'articulent. Alors lui, il disait au niveau de la glande pinéale. Bon, enfin bref, c'est deux choses différentes, mais qui arrivent à parler ensemble. Alors là, il n'a jamais dit comment. Et c'est pour ça qu'on souvent on critique le dualisme, on dit mais à quel moment ça se fait
la communication entre deux choses totalement différentes. D'ailleurs, c'est un peu comme Alors que maintenant, on parle plus, dans le post-matérialisme, on parle plus de monisme idéaliste, ou d'idéalisme moniste. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce modèle, la matière et la conscience sont les deux faces d'une même pièce de monnaie, d'une même substance de base, avec un grand S, d'une même source. C'est très spinozien, ça. Spinoza parlait de la substance et disait qu'elle avait des attributs qui étaient la matière et la pensée. Tu vois, donc on y revient. Et c'est vrai que ça explique tout, là aussi, quand tu es dans l'idéalisme moniste, ça explique tous les phénomènes extraordinaires. Donc ces deux clés-là, idéalisme moniste et post-matérialisme, sont les deux grands modèles, les deux grands paradigmes qui vont forcément guider ou qui commencent à guider la recherche et la pensée maintenant dans les sciences. Mais il faut que les tenants du matérialisme meurent avant. Sans blague, c'est un grand épistémologue, donc j'ai peur de perdre le nom là tout de suite. Karl Popper, non, c'est pas Karl Popper, c'est un autre épistémologue qui disait pour que les modèles changent, il faut que les gens meurent. Parce que les gens au pouvoir, vieux universitaires, les gens qui ont fait leur recherche, leur vie, leur publication là-dessus, ils supportent pas qu'un nouveau modèle soit prôné par des petits jeunes qui arrivent. Donc il faut attendre qu'ils partent à la retraite. On va dire tout ça va qu'ils partent à la retraite et les modèles peuvent changer, quoi. Oui, parce que je crois qu'il y avait une espèce de trait psychologique dans le cerveau justement qui faisait qu'on pouvait pas, en fait, le cerveau n'acceptait pas de remettre toute sa vie en question, en gros, tout son système de croyances en question, quoi. Bien sûr. Bah, bien sûr. Bah, Parce que imagine, c'est un peu moi, il y a bizarre, un en fait, je petit me suis menti moi-même pendant toute ma vie, quoi. Oui, bah, de toute façon, on passe une partie de sa vie à se mentir, hein, dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit intellectuel, amoureux, spirituel. Mais ça, ça fait partie du jeu de cache-cache que les dieux Alors, qui ont créé le monde ont fait, le lilas, le fameux lilas, le jeu où on se perd pour mieux se retrouver, on se casse en mille morceaux pour pouvoir, ouais. à travers la matière, se reconstituer et retrouver sa divinité. Ça, c'est un grand jeu cosmique, ça, et Ouais. comique. Et c'est un petit peu aussi l'idée, moi je le vois beaucoup, tous les gens qui commencent à s'éveiller, en général, c'est parce qu'ils se sont cassés avant, tu vois. C'est parce qu'ils ont vécu un truc ultra douloureux ou un choc qui a fait que, boum, il y a un éveil, Ah tu bah vois. oui, parce que tant que ça fonctionne, tu ronronnes dans Mm. ton cocon, quoi. Mm. Moi, je déteste l'expression sortir de sa zone de confort parce que je suis un peu un feignant, un peu peureux et j'aime bien être dans ma zone de confort. Moi, si je pouvais répéter toujours la même chose tous les jours, je le ferais volontiers. Mais le problème, c'est que ça devient chiant, puis surtout qu'à un moment donné, t'étouffes, puis tu lasses les gens en étant dans ton petit coin, là, comme ça. Donc, t'es obligé de... Et puis, quand ça bouge, la vie te fait bouger aussi, même si tu veux pas. Et puis, souvent, quand t'as surmonté le truc, bah ouais, tu te retrouves plus grand, enrichi, plus aimant, Ouais. ça y est. Mais sur le moment, ah là, c'est pénible. Ouais, Donc, ouais, si tu veux, je pense que quand on a son petit confort, on aime bien en remettre dedans. Ça donne, et puis en plus, vu ce que la vie est avec les incertitudes, la dureté, les accidents, les incidents, tatati, tatata, les trahisons, les pertes, les deuils, là, faut pas être un trouillard pour vivre, hein. Quand on peut trouver un petit endroit, une petite île où on peut s'isoler 10 secondes pour souffler à l'abri des tempêtes, on se gêne pas. Et il y en a qui essaient toute leur vie de faire ça. Et ouais. ça existe à des vies Club Med. Je pense qu'entre deux incarnations, il y a peut-être des fois, on dit, bon, moi, je veux bien retourner sur Terre, Mais faire certaines expériences. Je veux que ce soit le Club Med, quoi. Je veux que ce soit un peu le bonheur si je veux, que ce ouais. soit pas trop dur, que j'en bave pas comme la dernière fois. Parce que autant mon ego, il a pas envie d'y retourner, parce qu'il dit, oh non, c'est trop dur. Mais autant mon âme, elle s'est dit, mais si, regarde, il y avait des choses super, puis t'as C'est encore des chouette. choses à aider, à faire comprendre, à mettre en Alors, connexion. justement, en Vas-y, fait, allez, vas-y, mon pourquoi on descend sur Terre? Si on descend, si on choisit de s'incarner, pourquoi en fait? C'est quoi le but, tu vois? Quel est le fameux but de la vie? Non, mais de toute façon, le but de tout, que ce soit sur Terre ou dans toutes les dimensions de l'univers que tu veux, parallèle, caché, noir, sombre, tout ce que tu veux, tout. Le but, c'est de faire des expériences. Parce qu'une Ouais. expérience, ça augmente la conscience. Donc la conscience, elle a créé des formes, c'est-à-dire nous, à l'intérieur desquelles elle a déposé des étincelles d'elle-même, des bouts d'elle-même, comme des miroirs. Et grâce à les extensions d'elle qu'on est nous, on est les yeux qui lui permettent de mieux se voir, on est les oreilles qui lui permettent de mieux s'entendre, on est les bouches qui lui permettent de lui parler, d'avoir un dialogue. Parce que si elle était uniforme, infinie, éternelle, sans bouger, il se passe rien. Ouais. Franchement, à la C'est fin, c'est plus con. c'est cette Et il fameuse n'y a pas idée grand-chose qui se du passe. Big Bang. C'est cette fameuse idée du Big Ouais, Bang que tout est parti de rien et puis après ça a commencé à exploser et puis sur en la fait on création n'arrête des plus. formes. Création des formes, création d'interlocuteurs et de partenaires de jeu pour la conscience. Donc, quand tu fais une expérience, tu ravis la conscience, quelle qu'elle soit. Pour la conscience, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Ah, c'est C'est intéressant tout du ceci. bénéfice. Hmm. C'est tout du bénéfice. Donc, Hmm. si tu veux, t'as pas de vie réussie ou ratée. Ça, c'est le petit ego, le petit moi qui va comparer, que classer, regarde, mais j'ai raté. Mais la conscience, elle s'en fout.
elle apprend autant quand tu es un criminel ou tu es un clochard ou tout ce que tu veux. Et je fais pas le lien entre les deux, hein, que je dis que tu es clochard. Et quand tu es un milliardaire ou quand tu es un cul-de-jatte ou quand tu es, gay ou quand tu es, je sais pas, intelligent, super intelligent, elle s'en fout. T'as d'enfants, pas d'enfants. Elle, t'as fait tes expériences uniques avec ton empreinte digitale qui est unique sur Terre. Ben, l'ensemble des expériences que tu as fait, c'est une œuvre d'art pour la conscience. Donc, C'est on est beau. sur Terre pour faire un certain type d'expérience qu'on ne peut pas faire ailleurs. Parce qu'il y a une densité de matière, un rapport matière-conscience qui est particulier, qui en fait une école particulière, un Luna Park, un terrain de jeu particulier, et notamment le fait d'avoir un corps Ouais. avec toute sa sensualité, sa sensorialité, le fait de pouvoir manger des bonnes choses, le fait de pouvoir faire l'amour, le fait ou d'aimer simplement ses enfants, les cajolant en étant tendre. Enfin, il y a des tas d'expériences corporelles que tu peux pas faire si t'as pas de corps, par définition. Mm. Et par exemple, quand les gens décrivent les défunts qui sont dans des corps de lumière, qui ont juste un corps, qui ont plus de corps physique éthérique, qui ont plus qu'un corps émotionnel, mental et spirituel. Bref, il y a des tâches, à mon avis, ça doit être génial parce que l'amour, tu le ressens directement à travers les champs qui sont interpénétrés et en interaction constante. Mais tu as une certaine forme d'amour, pas l'amour physique. Mm. Et ça, c'est vraiment la conscience est très contente d'avoir construit ce monde, même si elle se dit, bon, par contre, il y a des moments où j'ai merdé, mais de toute façon, pour apprendre, il faut faire des erreurs. Et c'est pas égoïste parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, il n'aurait pas fait un monde où on souffre. Mais mon grand, Dieu, il fait partie de ce monde. Quand tu souffres, il souffre. Donc t'inquiète, il se désolidarise pas et il pouvait pas faire tout parfait parce que s'il faisait du parfait, il refaisait lui-même. Donc s'il faisait du parfait, il peut plus avoir des interlocuteurs pour discuter avec puisqu'il est dans la reproduction lui-même. Si tu fais que du chaud, que du tiède, il n'y a jamais de chaud, jamais de froid, tu sais pas ce que c'est que la notion de température. La fameuse idée de Donc la loi de la faut qu'il y ait un polarité, quoi. contraste. Voilà, il faut qu'il y ait des polarités, il faut qu'il y ait des contrastes. Donc s'il fait que lui-même, si Dieu construit, enfin Dieu, la conscience universelle, construisait qu'elle-même sans arrêt, bah en fait, elle créerait rien de nouveau. Donc c'est un Elle est jeu. obligée de créer du différent. Et oui, oui. Et donc, bah oui, parce qu'elle aime ça, elle adore ça, jouer, elle adore apprendre, elle adore découvrir, elle adore, elle est très généreuse en fait, la conscience en expansion permanente. Il y a que nous qui ralentissons eux, ça va trop vite. C'est vrai que ça va pas aller. Mais donc, du coup, si tu veux, pourquoi je disais ça? Oui, donc, il y a que des, Non, parce qu'on que parlait des, du jeu, que c'est des expériences, en fait. Tout est ah bon oui, à oui. prendre. C'est intéressant Et parce qui que s'est ça permet planté, d'arrêter de qui souffre, s'auto-flageller, quoi. voilà, et qui souffre avec nous de ce qu'il a planté, mais qui en même temps est comme content de le faire parce qu'il a essayé. Comme nous, à l'échelon de nos vies individuelles, il y a des fois on souffre des choix qu'on a fait, mais on se dit, au moins, j'aurais pas de regrets, je l'ai essayé. Mm. Ou au Mm. moins, j'aurais pas de remords parce que j'ai fait ce Ouais. que j'ai pu, et en même temps, ça a comme donné des effets. Nous, on est des créateurs aussi, et on réussit pas tout. Et parfois, nos plus belles réussites sont liées aussi à des échecs qu'on a accepté d'assumer ou qu'on a fait avant pour mieux apprendre et mieux réussir après. Donc, si tu veux, c'est pour ça quand Leibniz dit c'est le meilleur des mondes possible, il rajoute possible, ça veut dire si c'était un monde parfait, ça serait plus un monde, ça serait une extension de Dieu. Donc, il n'y a plus de monde pour jouer. Ouais. Ok. Donc Donc, il faut prendre ça c'est un vraiment peu comme un compliqué jeu. à comprendre, mais quand qu'on se rassure, quand on souffre, il souffre aussi, parce qu'il est à la fois transcendant, c'est-à-dire appartenant à un autre domaine de réalité que le nôtre. Enfin, en tout cas, cette conscience, elle agit plus sur des gammes de fréquences ou de réalité plus grandes que la nôtre, mais c'est transcendant aussi, c'est-à-dire que c'est présent. Oui, en fait, on est. Ah non, c'est immanent, La pardon, fameuse idée du grand c'est tout. immanent, pardon. Je voulais dire c'est immanent aussi, pardon. Ça veut dire que c'est aussi horizontalement distribué dans toute chose. Toute chose a une conscience ou est pénétrée de conscience, et cette conscience, c'est une partie de la grande conscience dans le Dieu. Donc Dieu est partout, entre guillemets, où la grande conscience est partout. Voilà. Et quand je dis ça, attention, hein, je me considère pas croyant de quelque église que ce soit. Je n'appartiens à aucune organisation religieuse. C'est juste à partir de l'étude de la conscience et des phénomènes liés à la conscience, que ce soit par les neuropsychologues comme Mario Beauregard ou les experts de mort imminente ou le chamanisme ou les psychédéliques ou tout ce qui est au grandi de la conscience, on arrive toujours au même endroit. On Ouais. appelle le common core. Common, C-O-2-M-O-N, core, C-O-R-E. En anglais, ça veut dire le cœur commun, le noyau central commun, le plus petit dénominateur spirituel commun. Et c'est ce où la philosophie pérenniale de Aldous Huxley. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les spiritualités, si tu regardes, elles se présentent sous des formes extérieures différentes, mais l'essence, la mystique, est la même. Ouais. Sous des noms différents, c'est la même chose qui se passe. Donc Tout c'est à pour fait ça d'accord. qu'avec les psychédéliques, tu peux dire que tu peux faire des expériences authentiquement spirituelles,
autant que quand elles viennent par la grâce, par la prière, par la méditation, par le yoga et tout. C'est les mêmes phénomènes qui se passent. Tout ce Oui, qu'on c'est peut faire avec les différentes psychiques, formes on peut le d'y faire arriver, avec en fait. les autres, voilà. Tout ce qu'on peut faire avec les psychiques, on peut le faire avec les autres méthodes, et tout ce qu'on peut faire avec les autres méthodes, on peut le faire avec les psychiques. Sauf que souvent, ça va plus vite et c'est plus constant avec les psychiques. Ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Et en France, c'est interdit, donc je ne dis pas ça pour que vous en consommiez, surtout pas. En tout cas, c'est hyper intéressant et je pense que ça fait du bien justement à l'âme et de se dire que voilà, on fait partie d'un grand tout, cette fameuse idée que l'unité, la loi divine, la loi de l'unité, on fait tous partie du grand tout. Quand je fais mal à quelqu'un, je me fais mal à moi-même. Voilà, c'est hyper important d'en parler. J'ai vu une Exactement. question passer aussi sur que se passe-t-il donc après la mort? Alors ça préoccupe beaucoup de gens. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lui arrive à la conscience? Donc une fois que le corps s'éteint finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, ma réponse, je suis pas voyant médium, d'accord? Donc, ma réponse, elle vient du fait que j'ai vécu deux petits bouts d'expérience de mort imminente, pas en entier, mais quand même deux petits bouts, que lorsqu'on prend des psychédéliques ou qu'on fait certaines techniques chamaniques, on s'approche de la mort, voire on vit la mort, Hmm. que, vu ce que j'ai lu sur les travaux de la conscience, et puis aussi tous les gens qui communiquent avec les défunts, par exemple, parce que c'est là qu'on sait ce qui se passe après la mort. Ce qui se passe avant la mort, il y a ce qu'on appelle les near death awareness, c'est-à-dire conscience accrue à l'orée de la mort, ou Mhm. deathbed vision, vision des agonisants, où les gens voient des paysages célestes, des défunts de leur famille venir les chercher, les rassurer, les accompagner pour le passage. 40% comme des gens qui meurent. Mais là, souvent, ils disent rien. Ils ont peur d'être pris pour fous. Ou les gens croient que c'est à cause des médicaments. Bref. Mais ça nous dit ce qui se passe au moment de la mort ou l'expérience de mort imminente quand le cerveau fonctionne plus, etc. Mais par contre, après la mort, ben ça, c'est les médiums, effectivement. Il y en a aux États-Unis, en Angleterre, qui font partie du protocole de recherche, qui sont triés sur le volet. On élimine la fraude directe, ce qu'on appelle la lecture froide, la télépathie même, on élimine. Et on se dit, voilà, les résultats montrent que vraiment la médium a obtenu des connaissances qu'il n'avait pas et qui peuvent venir que du défunt. Même pas des suggestions ou de la télépathie de celui qui est venu présenter le cas du défunt, direct. Donc ça, c'est prouvé. C'est-à-dire scientifiquement, les tests statistiques montrent que voilà, on peut expliquer ça comme ça. Je parle pas non plus toutes les études qui ont été faites sur la réincarnation qui montrent qu'une conscience peut s'incarner d'un corps sur l'autre. Ouais. Là, il y a des preuves, parce que même la personne qui s'en est le plus occupée au monde de l'université de Virginie, et je suis en train d'oublier son nom alors que son élève c'est Tucker et lui c'est flûte, la réincarnation, Enfin, c'est il y a là, un j'ai mot pas de nom. Stevenson, Ian Stevenson, pardon. Euh, donc qui a arpenté le monde entier à la recherche d'enfants qui disaient avoir une vie antérieure, qui a vérifié les faits avant même que ce soit ait pu venir sur les lieux dont parlaient les enfants, comme quoi ils étaient incarnés dans cette vie antérieure, etc. Enfin bref, c'était vérifié, contrôlé. Stevenson, qui est un psychiatre, donc qui est un scientifique, il Hmm. dit on ne peut expliquer les données que par le fait que l'âme C'est semble vrai. sauter d'un corps à l'autre. Voilà. Hmm. Voilà. Non mais donc bref, tout ça c'est comme des brindilles. Une brindille isolée, tu peux la casser, mais tu la mets ensemble, tu la noues, ça fait un fagot, et là, vas-y pour les casser. Ben, tous ces faits-là sont en faveur de l'hypothèse qu'il y a la conscience qui survient à la mort. Mais bon, maintenant, on va parler des médiums. Il y a des médiums euh, qui sont des médiums, tu sais, juste mentaux, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des messages mentaux, d'autres qui incorporent des défunts pour parler, puis d'autres, Mhm. des médiums à effet physique. C'est-à-dire qu'ils prêtent leur corps éthérique et le défunt fait bouger des objets, il y a de la lévitation, il y a des lumières qui apparaissent. Et il y a des études. Donc c'est de la folie, ça. Mais Ça c'est bien, mais défie elles sont où ces études? Je veux les totalement le voir. modèle matérialiste. Mais, les sources qu'on sait sur les défunts, c'est donc les médiums, les défunts parfois parlent aux médiums et disent aux médiums ce qu'ils font dans l'après-vie. Il y a ce qu'on appelle l'écriture automatique. Il y a certaines personnes qui reçoivent par l'écriture automatique. Il y a surtout ce qu'on appelle, et c'est beaucoup plus scientifique, et ça a été montré ça aussi par des scientifiques, des ingénieurs de communication, des électroniciens, etc., des psys aussi. C'est ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. C'est-à-dire qu'on peut, alors ça va bien avec le fait de dire que le cerveau c'est comme un poste de C'est radio, la parce que justement télépathie, ça, non? les consciences des défunts peuvent communiquer par le biais en utilisant des postes de radio, des postes de télé, des magnétophones. Et il y en a qui utilisent l'hypnose, se mettre en état de modifier de conscience pour recevoir des messages des défunts. C'est la transcommunication hypnotique de notre fameux ami, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Enfin Hmm. bref, il y a plusieurs méthodes qui permettent de recevoir alors la Mais transcommunication instrumentale, c'est intéressant parce que comme ça avec des appareils phoniques, tu peux faire des hypothèses, faire des expériences et les valider. Or, les gens, ils reçoivent vraiment des messages qui peuvent venir que des défunts. Bref, ça, c'est énorme aussi. Tu vois, la médiumnité avec effet physique, c'est énorme. C'est c'est ça énorme. qui est C'est quand dingue. tu réfléchis de ça. Mais moi, je trouve ça Mais magique. ça bouleverse tout. Ça bouleverse tout. C'est Et la aussi transcommunication de preuve, instrumentale quoi. est prouvée.
et la transcommunication instrumentale qui est répétitive, qu'on peut répéter, on peut le travailler dans différentes équipes différentes, c'est ce qu'ils ont fait. Différents endroits du monde, ils ont fait la même expérience qui a donné le même résultat, donc reproductibilité. Et il y a une logique derrière tout ça. Il y a une hypothèse comme quoi, effectivement, voilà, la conscience survit. Et c'est Donc, le c'est fameux, scientifique, c'est je disais, prouvé scientifiquement. principe de Cam, voilà, exactement. Donc, alors quand on fait ça, on se dit, qu'est-ce que font les défunts? Et beaucoup de défunts continuent à apprendre à faire des expériences, même tous, parce qu'on fait toujours d'autres expériences. On ne perd pas son temps. Et d'ailleurs, quand les gens disent c'est terrible de mourir, c'est comme s'ils disaient, ah, c'est terrible parce que j'habite dans un appartement qui est sombre, qui est bruyant, dans un quartier qui est pas sympa, et on m'a offert une maison grande, lumineuse, belle, dans un quartier sympa. Oh, qu'est-ce que c'est terrible. Ben, c'est un peu ça quand les gens pleurent pour leur propre mort, c'est que la Terre, c'est comme cette petite maison qui est pas facile, qui est pleine de contraintes, et ils vont aller dans un endroit, quand même, beaucoup de témoignages le disent, beaucoup plus lumineux, plein d'amour et de compréhension et de spirituel, mais ils vont s'en plaindre. Comprennent qui pourra. Mais bref, ça a peur du changement. On préfère un malheur connu à un bonheur inconnu, comme dirait l'autre Shakespeare. Donc simplement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va créer, on va rejoindre tout en les créant un peu, des endroits qui correspondent à notre niveau d'évolution, à notre niveau de vibration, à notre niveau d'appétence pour la connaissance. Il y en a, peut-être ils vont aller se retrouver comme assistants dans des hôpitaux pour défunts en partance ou qui viennent d'arriver, qui sont bouleversés. Il y en a, ils vont continuer leurs études intellectuelles ou philosophiques ou d'ingénieurs. D'autres, ils vont apprendre à peindre, à jouer de la musique. D'autres, ils vont apprendre à communiquer entre les mondes. Enfin bref, il y a des différentes strates où tu peux apprendre différents types de connaissances dans différentes écoles, continuer à avoir des sortes d'écoles. Voilà. Et tu participes à ce monde parce que dans ces mondes-là, quand tu es plus dans le monde physique et attiré par la matière, ta pensée devient beaucoup plus créative et se matérialise sous forme de création. C'est-à-dire que tu peux créer ton lieu d'habitat, tu peux vivre dans des maisons, dans des châteaux en Espagne, justement, que tu crées que la pensée. Du coup, là, ça marche. C'est plus réservé aux psychotiques. Et tu peux rejoindre des mondes avec des gens qui vibrent à ta vibration ou qui ont des affinités comme toi pour échanger, pour grandir ensemble, etc. Il semble aussi, deuxième point, bah oui, c'est génial, mais si tu es plein de haine, de remords et machin, tu risques de dire, mais heureusement, t'es aidé. T'as toujours à tous les niveaux des gens qui disent on est aidé. Si on est bloqué dans un endroit, il y a toujours à un moment donné, surtout si on le demande et qu'on sait qu'on peut le demander, qu'on a le droit, une main secourable, une lumière, un être plus évolué qui vient vous sortir de là et vous aider vraiment. Il y a personne n'est condamné, personne, jamais. On se condamne soi-même, mais on n'est pas condamné. Ça, c'est important. Oui, parce qu'il y a cette fameuse idée de l'enfer, finalement, là-bas, ça n'a pas l'air d'exister. L'enfer, s'il existe, c'est que tu le construis. C'est que tu y crois fortement et que tu as été tellement bien influencé par la culture judéo-chrétienne ou par d'autres philosophies ou religions que tu penses, alors qu'en fait, on est des êtres exceptionnels déjà parce qu'on a une partie divine en nous. Et surtout, qu'est-ce qu'on était courageux pour venir sur Terre. Il y en a plein qui voulaient pas y aller, dame. C'est comme aller au charbon, t'es mineur, tu vas au charbon, quand tu ressors de la mine, on va pas te condamner parce que tu as du charbon partout. Et t'es non, mais attends, tu rigoles, moi je suis allé à la mine, c'est normal. Ben nous, on allait sur Terre, c'est normal qu'on soit planté, qu'on n'ait pas toujours su aimer ou aimer les autres. Attends, vas-y donc, tu verras, tu fais le malin. Faut avoir les fesses propres pour monter au cocotier, comme dirait l'autre. Donc, il n'y a aucun souci, personne ne le condamne. D'ailleurs, quand les gens font leur revue de vie, et c'est la deuxième point dont je voulais parler, ils revoient toute leur vie dans les éléments significatifs et ils voient à quel point, à certains moments, ce qu'ils ont fait a impacté sur les autres en bien ou en mal. Ils apprennent donc à dire, ah oui, là, j'ai loupé une occasion d'aimer. Là, par contre, je suis très heureux d'avoir appris à aimer, à comprendre, d'avoir de la compassion, etc. Donc, le deuxième point, c'est non seulement les endroits où tu vas, qui te permettent de continuer à apprendre dans certains domaines, mais deuxièmement, tu fais des revues de vie, mais à différents niveaux. Nous, on connaît que la revue de vie juste quand la personne est en train de mourir, l'expérience de mort imminente. Oui. Mais il y a des revues de vie qui sont faites pour purger les différents corps, retenir tu prends dans la roche, tu retiens que les pépites, que les minéraux, le minerai significatif et tu laisses la roche. Ben là, tu extrais de toutes tes expériences sur Terre et même dans d'autres dimensions les choses intéressantes au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Donc les différents corps sont petit à petit épurés. On utilise l'expérience qu'ils ont eue lors de plusieurs revues de vie, mais la première n'étant que celle qu'on connaît lors des expériences de mort imminente, mais sans qu'il y en ait d'autres. Donc on continue à prendre conscience de, tu vois, la conscience continue à tirer des leçons, à faire des apprentissages. Voilà. Et puis après, il semble que plus on évolue, moins on s'identifie avec la personne qu'on était sur Terre, c'est-à-dire plus on rentre dans le monde du sans forme. C'est-à-dire qu'on n'est plus le papa d'eux qui vient de temps en temps visiter la nuit et entrer dans les rêves de là, ou qui arrive lorsqu'il y a un truc qui est dangereux, qui avertit d'un risque
Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des apparitions pour signaler un danger et c'est vraiment efficace, de protection, quoi. On n'est plus, et on s'identifie de moins en moins à sa vie terrestre et parfois, même, il peut y avoir des mondes avec de moins en moins de formes. Ça, c'est le troisième aspect, c'est-à-dire où tu goûtes à l'unité externe, toutes les êtres dont sont en fait un seul et même être. L'autre, c'est toi et toi, c'est l'autre, comme tu disais. Et puis l'unité interne, tu es un avec la source et tu peux te fondre dans la source et tu peux la sentir en toi et toi en elle, communier avec elle, faire l'amour avec elle, on pourrait presque dire, ou n'être plus qu'elle et elle plus que toi. Enfin, il y a plus qu'une seule chose, il y a plus que je avec un J minuscule. Je. Voilà. Et là, Et tu là, sur, vois, c'est là où on se rend compte que vraiment dans la vie terrestre, on est loin de cette idée-là. Parce que moi, tu vois, les questions que je me pose, c'est est-ce que mon défunt ne va pas m'oublier? Est-ce qu'il va encore m'aimer? Est-ce que justement, quand je vais passer de l'autre côté, je vais être encore moi? Tu vois, on a cet ego-là qui est fort, tu vois, encore. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, toutes les formes luttent pour leur survie. Il y a un programme automatique de conservation de la forme, même quand elle est périmée, ou même quand elle devrait cesser, ou en tout cas se transformer grandement pour faciliter plus le flux de la vie, le flux de la créativité. Mais non, elle lutte. Et nous, on est comme ça. Et dans toute forme, pour qu'elle reste, parce que si tu savais, quand on est certain d'état de conscience, on se dit, mais la matière que je suis, elle est hautement fluctuante. Je pourrais très bien me réveiller dans un état de conscience complètement transformé. Mais non, il y a ce que Rupert Sheldrake appelle des schèmes morphiques ou des archétypes qui nous maintiennent même si on est allé dans un état de conscience, qui nous maintiennent sur certaines formes parce que ça fait partie du jeu. Ouais. C'est-à-dire que si jamais tout disparaissait trop vite ou tout mourrait trop vite ou tout se transformait trop vite, on pourrait rien apprendre. Imagine un jeu de Monopoly où toutes les secondes, les règles changent. Alors là, t'es rue de la Paix, puis tout à coup, non, c'est plus rue de la Paix, t'es rue machin. Ah, j'avais 4 maisons, ah, j'en ai plus que 2. Ah, là, il Ouais. faut pas aller en prison, il faut recevoir 20 000 francs. Ouais, donc il faut quand même Ça qu'il y change. ait, les bases, elles Faut restent les qu'il y ait mêmes, il y ait un quoi. cadre stable pour Voilà. faire des expériences, pour faire des Ok. contrastes, pour faire des Ok. règles. Ça, c'est nécessaire. D'accord. Donc, alors qu'évidemment, quand tu es dans un état de conscience très supérieur, sans forme, il y a plus, les règles, tu les fais à la seconde, il n'y a plus de règles, tout est Ouais. fluide. Mais tu Ouais. peux pas travailler dans ce cas-là. Tu peux Plus rien l'idée faire, que tu peux rien c'est apprendre. long de matérialiser parce que matérialiser, ça, il faut d'abord aller dans les pensées, les émotions et transformer cette énergie-là dans des choses et ça prend du temps, quoi. D'ailleurs, est-ce que le temps existe ou le temps n'existe pas? Alors, le temps n'existe pas quand on est dans des réalités supérieures, transcendantes. Hein. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Tout est là en même temps, au même endroit. Tout n'est qu'un. Le passé, le présent et le futur sont sur une verticale, c'est en même temps, pas sur une horizontale l'un après l'autre. Il n'y a pas un endroit puis, où tu peux pas être. Tu es partout et tout est dans toi. Donc, il y a un moment donné, mais ça, c'est une sensation. Ça, c'est une sensation que tu peux avoir dans les états très élargis de conscience. C'est ce que disent tous les mystiques. C'est ce que disent aussi les physiciens quantiques, d'une certaine manière, certains en tout cas. Et mais c'est une notion qui semble contre-intuitive. Hmm. Il y avait même Woody Allen, quand Woody Allen, il faisait une blague là-dessus, parce que les physiciens quantiques, ils disent, en fait, le temps, c'est de l'espace. Et, euh, et il disait, oh, ben, ça c'est embêtant, parce qu'admettons que je demande quelle heure il est, on me répond 3 kilomètres. Si le temps, c'est de l'espace. Donc c'est pas pratique, quoi. Non, mais à un Ouais. certain niveau, là, dans la réalité relative, dans nos contraintes, dans notre monde de dualité, dans notre monde d'illusion, dans notre monde où il faut mettre du fixe pour pouvoir jouer à quelque chose, oui, il y a du temps et de l'espace. On a étiré au lieu d'avoir un seul point dans lequel tout se passe, qui est un seul esprit commun, on a étiré ça pour mieux le voir, comme on Mhm. distribue les cartes sur la table en ouvrant le jeu pour voir les cartes. Parce que si on les mettait toutes en pile et une seule, ben, on verrait plus le jeu. Donc on Ouais. étale les cartes sur la table, mais en l'étalant, ça prend du temps et ça prend de l'espace. Mais en réalité, tout était déjà là. Donc tu vois, ça n'existe pas le temps et l'espace, de même que la matière, les physiciens quantiques vont te dire, Philippe Guimand, il dit la matière, le temps et l'espace n'existent pas, ce sont des illusions, sont des créations en permanence renouvelées, certes, mais qui pourraient s'arrêter. Et c'est ce qui se passe dans les états très élargis de la conscience. Et oui, quand tu dis ça aux gens, ils vont dire, ouais, celui-là, oula, il a trop fait une moquette, le temps et l'espace n'existent pas, mais alors, C'est dur, c'est il dur. a, C'est vraiment un il a tout, chemin et des et, expériences. Moi, je comprends ce voilà, que tu veux dire. Ça fait déjà 3 ans que j'ai vécu mon éveil, mais c'est vrai que ça prend du temps en voilà. fait de passer de métro boulot Oui, dodo à illumination Bouddha, etc. Tu vois, ça ouais. prend du temps effectivement. Non, parce que voilà, si tu dis aux gens, le temps et l'espace n'existent pas, ils vont dire, vas-y, va à la gare, loupe ton train, puis ensuite reviens à pied chez toi. Tu verras si le temps Voilà. et l'espace n'existent pas. Ouais, Et ils auront raison, exactement. parce qu'on n'est pas dans un monde absolu. On est venu pour faire des expériences humaines. On n'est pas, comme disait Teilhard Chardin, un être humain qui fait des expériences spirituelles. On a un être spirituel qui fait des expériences humaines. Ça change tout de comprendre ça dans ce sens, parce qu'effectivement, là, on vient d'une dimension où le temps et l'espace n'ont qu'une importance. D'ailleurs, Alors,
Il passer, faut l'avoir vécu, il faut l'avoir vécu. mais oui, j'ai vu passer, moi pour avoir fait, je vais dire ça parce que j'avais fait une fois une montée de Kundalini, je pense que c'était, en tout cas c'était une espèce de rêve étrange, effectivement, j'avais été propulsée vers le haut et j'étais restée coincée vraiment comme ça avec une espèce d'électricité énorme qui me traversait tout le corps et pendant peut-être 5-10 secondes en fait, j'avais eu accès à ce que tu dis, à la conscience universelle. Et là, c'était le truc de dingue extraordinaire. Là, j'ai compris vraiment ce que les gens disaient quand ils Voilà. parlaient des expériences de mort imminente. Tu sais tout au même moment. En fait, au moment où tu poses ta question, tu as la réponse et tu es connecté à tout en même temps. Et moi, l'image que j'en garde, c'est vraiment une espèce de lumière bleue, tu vois, un petit peu électrique. Et après, j'étais retombée dans mon lit, j'avais ouvert les yeux, je m'étais dit, waouh, c'était génial. Et j'ai su après que c'était peut-être une montée de Kundalini ou quelque chose comme ça, mais ça m'avait marqué. Mais par contre, tu vois, dès que j'étais retombée et que je m'étais réveillée, je me souvenais plus déjà, en fait, des réponses que j'avais Oui, reçues 3 secondes avant. bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai vécu la même chose sous psychédélique, une chose mémorable, où j'étais monté tellement haut qu'à un moment donné, j'étais l'esprit de l'univers, ou l'esprit de l'univers était moi, et, et pendant quelques secondes, waouh! Ah, c'est ça! Genre, Eureka! Ouais. C'est-à-dire, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, je sens. C'est-à-dire, je savais que je C'est, savais. tu Mais sais. 10 secondes après, c'était trop grand. La, Ouais. la vérité, entre guillemets, est trop grande pour tenir dans la tête d'un seul être humain, quoi. Euh, le- on n'en a qu'un petit bout, quoi. On est porteur d'un petit bout de la réalité. Alors, c'est pour ça que quand les gens disent j'ai raison, t'as tort, forcément, ils ont tort quand ils disent ça, parce que tout le monde a raison et tout le monde a tort. Tout le monde ne porte qu'un bout. Et à nous de savoir combiner avec patience, avec sagesse et avec coopération ces petits bouts pour créer une plus grande vérité commune. Mais si on s'oppose, on fera que défendre notre petite vérité et faire qu'elle restera aussi en partie toujours fausse. Voilà. Mais Donc, voilà. par exemple, quand on est sur Terre, pour accéder à ces états élargis de conscience, on a la méditation, on a donc bon, on va dire les psychédéliques, mais voilà, c'est interdit. Donc, on a plutôt la méditation, des exercices de Le respiration. yoga, le yoga, dont le yoga combine, c'est ça, le yoga combine les exercices de respiration, les exercices de méditation, les postures. Ouais, Et il faut savoir, ce qui est marrant, c'est que probablement, le yoga a été créé parce que dans certains coins de l'Inde, les gens n'avaient pas accès au soma. Le soma, c'est une plante qu'ont amené les Aryens quand ils sont venus du nord, des plateaux du Caucase, quand ils ont envahi l'Inde. Et ils ont amené avec eux cette plante, et cette plante, c'était ce qui créait des expériences spirituelles. Et il y a beaucoup de religions qui sont, à la base, fondées sur l'utilisation intensive de substances psychédéliques, comme les écoles à mystère grec, comme les proto-chrétiens des 3 premiers siècles après Jésus-Christ, bref, comme les chamans évidemment, etc. Bref. Mais ce qui est bon, c'est qu'en fait, quand ils descendaient au sud de l'Inde, ils pouvaient plus trouver cette plante, elle ne marchait plus, plus. Donc ils étaient obligés de trouver une méthode qui recrée les états élargis de la conscience permis par par le soma, une plante d'accord. psychédélique. Et donc le yoga est venu compenser le fait qu'il y avait une absence de plante, tout comme la respiration holotropique, beaucoup plus tard avec Stalin Sadgrove, est venu pour remplacer le fait qu'on pouvait plus utiliser le LSD à cause des amendements américains dans les début des années 70, 70, 71. Donc c'est marrant, il y a ce parallèle que, que parfois on est obligé de trouver des méthodes spirituelles parce qu'on peut plus utiliser les méthodes psychédéliques. Mais Ouais. évidemment, on n'est pas obligé de parler psychédélique du tout, surtout que c'est interdit en France et donc, personne ne doit en prendre. Mais effectivement, donc il y a le yoga qui englobe tout, qui englobe respiration, méditation et tout, hein, et travail Ouais. physique et Kundalini et tout ce que tu sais. Travail sur les méridiens qui sont pas appelés les méridiens, qui sont appelés les nadis et Ah oui, oui, je les sais. nadis, hein, je crois. Oui, oui, Ouais, oui. c'est ça. Et Les chakras, les chakras et les nadis, oui, voilà. Euh, donc bref, c'est la même chose. Et quasiment. Et donc voilà, après tu as aussi chaque religion a sa méthode. Dans le soufisme, par exemple, qui est la branche mystique de l'islam, tu as les derviches tourneurs, tu vois, où ils utilisent le vin aussi parfois comme psychédélique. Ça, qui est marrant. Nous, c'est un grand toxique qui crée de la dépendance parce qu'on ne sait pas le consommer de façon sacrée, mais fait dans un certain cadre, même le vin peut devenir un antéogène, c'est-à-dire un psychédélique favorisant une expérience spirituelle. Marrant ça, hein, quand j'ai même. vu, il y avait la danse aussi. Je me souviens avoir vu des hommes qui dansaient en rond comme ça. Et le but, c'était de faire Oui, bah, c'est tourner les derviches justement. tourneurs. C'est ça dont je te parle. Quand je dis les derviches tourneurs, c'est ça, c'est ça. Mais dans toutes les branches, hein, dans la Kabbale, pour le judaïsme, la gnose, les gnostiques, avec leurs différentes formes d'exercice aussi spirituel, pour la chrétienté, enfin, ou en tout cas pour la D'ailleurs, branche. j'ai vu quelque chose aussi sur l'EMDR. L'EMDR, l'EFT, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça a quelque chose à voir ou Bon, pas? oui,
Alors, si tu veux, c'est intéressant parce que moi, j'avais commencé à me former à l'EMDR il y a presque 20 ans de ça. C'est en 2003, 2004, 2004, donc oui, ça fait 18 ans. Mm. Et j'avais remarqué sous EMDR que, waouh, autant moi que le patient, on partait comment. Ça créait un état de conscience élargi, ce qui expliquait d'ailleurs euh, le fait que c'était guérisseur, parce que les états élargis de la conscience sont très guérisseurs, quelle que soit la façon dont on les obtient. Ouais. Donc, ça, il faut le savoir. Ça amène des ressources, des compréhensions, un détachement, une énergie, enfin plein de choses ça recontextualise, ça recadre cognitivement, ça change les émotions. Enfin, c'est impressionnant les états d'énergie de la conscience, que Je ce soit par précise l'hypnose et pour tout. les Enfin, gens que c'est vraiment, vraiment prouvé scientifiquement. Ça, c'est oui, vrai. oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, les médecins Oui, maintenant oui, commencent parce à faire que peut-être de la pour le méditation, etc. chamanisme, Ils savent que c'est bon. tout à fait, pour le chamanisme, t'as la fameuse Corinne Sombrin qui apprend aux gens la transe cognitive, qui est une transe chamanique. Tu as des travaux sur l'hypnose qui ont été publiés, hein, qui crée des états de conscience élargis aussi Mm. et qui permet Mm. le changement. Enfin, bref, mais Milton Erickson d'ailleurs disait c'est pas l'hypnose qui soigne, c'est l'état de conscience élargi. Et pour les psychédéliques, on pourrait dire la Ok. même chose, c'est pas les psychédéliques qui soignent, c'est eux ils sont L'état la de clé conscience élargie. qui ouvrent la porte de l'état élargi de Mais conscience et c'est c'est trop l'état intéressant élargi ce de que tu viens de conscience. faire là. Tu viens de me donner une clé de compréhension, tu vois. Parce que c'est Ah, vraiment ça. C'est ça, en fait. Je me rends compte qu'en fait, c'est l'état élargi de conscience qui guérit. C'est oui, pas la méthode. Ah, c'est dingue voilà. ça. J'adore. D'ailleurs, La du révélation coup, du jour. bah oui, bah le MDR m'a amené à m'intéresser aux états d'énergie de conscience, entre autres, hein, pas que ça, le chamanisme aussi. Et du coup, je me suis formé à l'hypnose, parce qu'en MDR, j'avais l'impression que j'étais en hypnose, et que je mettais les gens en hypnose. Et c'est très complémentaire, d'ailleurs, on peut faire de l'hypnose de MDR ou de l'MDR hypnose. C'est très intéressant de passer de l'un à l'autre, puis c'est de jouer avec ces deux outils. Ouais. Et voilà, donc, Oui, donc on a donc on... plein de techniques quand Oui, même voilà. pour atteindre les états Oui, oui, élargis de oui. conscience. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bah oui. À la limite, quand tu fais du Qigong, si tu le fais bien, avec une attention à la respiration, avec une attention aux sensations du corps, avec une attention au mouvement d'énergie, Hmm. etc., avec des visualisations, avec pourquoi pas des mantras, des yantras, enfin, tout ce que tu fais au Exactement, yoga. ouais. Ouais. Je suis en train de penser au Bah, bain de tu gong te mets, aussi, tous ces trucs-là. voilà, Hmm. tout à fait, tu te mets dans un état élargi de conscience. C'est ça, en fait. Quand tu fais l'amour de façon tantrique, en suivant les principes du tantra, tu crées un état élargi de la conscience. Regarde les travaux de C'est Daniel Audier, remarquables à ce niveau-là, quoi. Des états majeurs d'élargissement de la conscience grâce à la pratique de la sexualité tantrique. Il y a plein de méthodes comme ça. Moi, je te cite que oui, celles mais que je connais, mais après, Mais ça, c'est je suis sûr génial. que Ce nos que tu inter... viens de dire, ça a été, là, ça m'a ouvert encore l'esprit, tu vois. Ah, ça y est, j'ai fait un état d'énergie de conscience là, parce que vraiment, je connais plein de méthodes, plein, parce que je m'intéresse à tout ça. Et je me dis, en fait, effectivement, par exemple, quand Joe Dispenza, lors de ses méditations, les gens guérissent en 3 secondes de cancer de stade 4, c'est parce que c'est l'état élargi de conscience qu'ils atteignent avec la méditation qui fait que les gens guérissent. C'est comme quand dans les expériences de mort imminente, les gens reviennent en disant j'avais un truc hyper grave, je reviens, je n'ai plus rien, je suis guéri. C'est l'état élargi de conscience Oui, qui a guéri la personne, quoi. et parfois c'est le tien d'état élargi de conscience qui soigne, et parfois c'est l'état élargi de conscience d'une personne qui t'accompagne, qui te soigne. C'est-à-dire, par exemple, moi je reviens d'un week-end assez exceptionnel, hein, je m'attendais pas parce que j'ai toujours tendance à dire que sur moi rien ne marche, et je m'attendais à ce que ça ne marche pas encore, et ça m'a vraiment bouleversé. C'est Frank Lopvet, Lopvet, Oui, qui était, je connais. qui était un clairvoyant, en fait, qui était clairvoyant, il voit la structure énergétique des gens, il la sent, il voit les informations qu'il y a autour d'eux comme s'il y avait un hologramme autour d'eux. Et en plus, c'est un super thérapeute génial. Donc, il combine les deux. Il voit et ensuite il transforme. Et Faut que parfois, je t'as même l'invite. pas besoin de comprendre ce qu'il dit. T'as même pas besoin de comprendre. C'est un choc énergétique qui change ta structure. Et t'es sur le cul parce que tu te dis, mais comment il peut savoir ça? Et il te dit des trucs que t'as jamais vus, des angles morts que t'avais jamais vus. Et ça te touche à te faire pleurer, et ça te libère, et c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Donc, tu vois, là, c'est lui qui est en état élargi de conscience qui voit, mais parce qu'il parle vrai, il parle juste, ses paroles et son énergie transpercent tes armures, transpercent ta carapace et tes défenses, viennent toucher ton cœur et ton âme, et paf, t'es en état élargi de conscience du coup, quand il sait. Mais c'est un D'accord. transfert d'état élargi de conscience, tu vois. Ça, on n'en parle pas souvent, mais Non, mais ça non, arrive, mais on hein. n'en parle pas assez. C'est bien ce que je dis. Donc profitez-en parce que Franck Lopez ne fait plus que 3 ans, ce qu'il appelle les plongeons, c'est-à-dire maintenant c'est sur 4 ou 5 jours. Là, c'est le dernier qui faisait 2 jours. Et profitez-en, il a travaillé d'après ce qu'il a dit plus de 3 ans, mais c'est un type unique
moi, de tous les gens que j'ai vus, de toutes les thérapies que j'ai fait, de tous les trucs, tous les stages et machin, j'ai jamais vu ça. Donc, vous allez me dire, ouais, mais ça c'est toi, peut-être qu'un autre. Ouais, j'ai vu comment les gens dans le stage, tous, ils ont été touchés, transpercés, transformés. Extraordinaire. Il faut vraiment en profiter. Franck Lobvet, allez sur son site, faites des plongeons, c'est-à-dire des trucs où vous y allez, pas des trucs intellectuels du masterclass. Quoique c'est super intéressant, mais c'est Parfois, c'est bien de incroyable. parler d'expérience et d'y aller, quoi. Et d'expérimenter. Ouais, Voilà. C'est des expériences pour la conscience, justement. tout à fait. Je le mettrai, vous inquiétez pas, parce qu'il y a des commentaires qui passent avec le nom. Donc, je le mettrai dans le commentaire du live, quand on le mettra en replay, parce que le live, on va le mettre en replay. Je mettrai tout ça, je mettrai tes livres aussi, parce que j'ai vu une question, comment expliquer la mort aux enfants. Tu as fait un livre qui s'appelle, je crois, La mort expliquée aux enfants. Donc voilà, il y a déjà des réponses. Il me semble que il y a un autre de tes livres où justement tu recenses toutes les expériences scientifiques qui prouvent que Oui, alors, bon, la conscience effectivement, survit. il y a deux livres, je pense, qui peuvent intéresser les gens parce que ça a des répercussions dans la vie quotidienne. Il y a Oser parler de la mort aux enfants. Ça, je l'ai fait il y a quelques années, je sais pas combien de temps, en 2012, peut-être 2013, enfin, bref. Et là, effectivement, c'est les questions que posent souvent les enfants sur papy est mort, où est-ce qu'il est, ou qu'est-ce qui arrive à papy, pourquoi, c'est quoi mourir, est-ce qu'on disparaît après la mort, enfin bref, toutes les questions posées les enfants. Et puis parfois, ils ont des visions de leurs grands-parents. J'ai vu papy cette nuit, faut pas leur dire qu'ils sont fous, qu'ils racontent des conneries, bref. Donc il y a les réponses que peuvent donner les parents, des réponses intelligibles pour les enfants. Et en annexe dans le livre, il y a les données scientifiques pour que bien les parents se disent pas on est en train de raconter des cracks à nos enfants, on va les rendre super. Non, 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 non. Parce que les réponses que vous allez faire simples pour vos enfants, elles ont une base de recherche. Et puis il y a une Magnifique. base aussi, bien sûr, spirituelle, les deux à la fois. Donc c'est ça qui est Ouais. intéressant, c'est que les deux se Oui, de toute croisent et façon, se les deux se renforcent. combinent. Hmm. Voilà. Et puis il y a un livre effectivement qui est récent, de 2 ans, qui fait avec la co-autrice Marie-Odile Riffard, qui est chez Larousse, donc un livre très enfin, grand public, hein, qui s'appelle La vie après la mort. Et là, on a fait un recensement de toutes les expériences périmortales avant la mort, justement, comme je disais, les consciences actuelles avant la mort, les visions des défunts, des agonisants, les expériences de mort imminente, les, les contacts avec les défunts, soit par médiumnité, soit spontané, 25% de la population quand même, soit par transcommunication instrumentale, soit par, etc., les vies antérieures. Enfin, on a fait le recensement Ouais, vous dans avez ce tout livre, mis, quoi. tout ce qui avait été écrit de scientifique, et on a simplement, ça s'est assemblé tout seul, comme les choses tenaient toutes seules pour être dans leur cohérence et leur concurrence. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Et là, vraiment, un matérialiste qui lit ça et qui dit non, mais c'est pas prouvé. Moi, déjà, je répondrais, et le fait que il n'y a rien après la mort, tu l'as prouvé, toi? C'était marrant de Et ouais, toujours mettre sur nos et ouais, épaules, et euh, ouais. la preuve à charge. Non, non, toi, t'as pas prouvé qu'il n'y avait rien après la mort. Et on peut pas faire de preuves définitives. Dans science, il y a rarement des preuves définitives. Les hypothèses et les modèles changent avec le temps, mais quand même, là, on peut dire qu'il y a beaucoup plus d'éléments en faveur de la survie de la conscience après la mort. Deuxièmement, les témoignages où quand on a vécu quelque chose, après, on ne doute plus. Ouais. Après, c'est de la connaissance par l'expérience et par l'intuition. Si tu dis à quelqu'un, je t'aime, va lui prouver. Ben oui. Va lui prouver. Parce que tu peux faire semblant d'aimer. Tu peux dire, bah, tiens, je t'achète un cadeau. Ouais, mais ça, tu peux m'acheter un cadeau sans m'aimer. Tu peux juste utiliser ça comme une manipulation. Oh, regarde comme je t'embrasse. Ouais, mais, là, c'est du désir. C'est pas, forcément de l'amour. Tiens, comment tu peux lui prouver par A plus B, par un modèle scientifique, une prise de sang, un scanner? Non. Tu le sais parce que tu le sens. Parce que ton expérience t'a amené à sentir que l'amour est authentique et vrai. Hmm. Tu t'es fait avoir une fois, deux fois, mais peut-être pas tout le temps. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et ça, ces Ouais. signes-là, tu peux pas forcément les quantifier. Et les matérialistes peuvent même pas les trouver. Ils n'ont pas les instruments de mesure. Ils n'ont même pas les instruments d'observation pour ça. Donc, euh, C'est un qu'est-ce choix que je voulais finalement. dire? C'est un choix de dire, voilà, je Voilà. choisis Soit tu de t'ouvres, croire. tu fais l'expérience, non pas de croire. Tu choisis de te mettre dans des conditions propices pour faire l'expérience. Parce que si tu utilises une méthode spirituelle qui élargit la conscience, tu vas le comprendre, ça, tu vas le vivre. Ouais. C'est ce qu'on appelle la qualité noétique, 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 de l'expérience. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a accès par l'intuition directe, qui est une méthode de connaissance majeure, l'intuition Mhm. directe, beaucoup plus que le raisonnement qui lui, on dit, on découvre avec l'intuition et on confirme avec le raisonnement. Et Ouais. on découvre Dans les 5 l'essentiel de secondes, je l'intuition et crois. on confirme aussi. Voilà. Donc, Hmm. avec l'intuition, tu touches à la réalité transcendantale et tu t'aperçois que c'est plus réel que la réalité quotidienne. Que notre réalité quotidienne est une sorte d'ombre, une sous-réalité et qui est préformée, informée, conformée à une réalité supérieure. Et ça, tu le sais, une fois que tu l'as vécu, tu le sais. Et aussi bien non, Jung, aussi bien Jung
que Kubler-Ross, en parlant de la mort, de la vie après la mort, disait, je n'y crois pas. Je le sais. C'est très différent. Ouais. Là, je suis d'accord. D'ailleurs, en parlant des noétiques, je crois qu'il y a un institut en Suisse qui s'appelle l'Institut des sciences noétiques qui étudie tous ces phénomènes-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est pas parce qu'en France, on n'en parle pas beaucoup que le reste du monde est encore fermé à ça. Bien au contraire. Oui, tout à fait. Tu parles de Sylvie d'Étiolage et de son confrère Fourier aussi, qui ont fait 2 livres remarquables sur les états extraordinaires de la conscience. Notamment un où ils ont étudié quelqu'un qui fait des sorties hors du corps, Nicolas Fraisse. Oui, Nicolas et ils ont Fraisse. fait des protocoles. Ils ont fait des protocoles très sérieux, scientifiques, avec vérification avec un huissier pour vérifier que le protocole était bien comme il avait dit qu'il ferait, etc. Ouais. Et là aussi, soit tu veux jouer à l'imbécile et tu dis non, c'est pas encore prouvé, il y a encore de moyens de dire que c'est lié à des phénomènes extérieurs, etc. Dire, ok, bah si tu veux. Mais bon, c'est comme si moi je jetais ce stylo, il tombe. Je jette, il tombe. Je fais 1 milliard de fois, il tombe. Le sceptique va dire, ouais, mais tu l'as pas fait 1 milliard et 1 fois. Et peut-être que cette fois-là, il va pas tomber parce que c'est pas une règle absolue. Donc, ouais, bah, bien sûr. Bon sens, tu sais, voilà, du bon sens. Tu sais, moi, j'utilise souvent cette histoire de l'homme qui pense que sa femme le trompe. Alors, il engage un détective. Puis le détective, il a un téléphone portable, évidemment, puis il informe l'homme au fur et à mesure de ce qu'il observe. Alors, il dit, je vois votre femme, elle entre dans un bar. Bon, très bien, continue à me parler. Ah, et il y a un monsieur qui la rejoint et ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Ils s'embrassent, d'accord, sur les joues pour l'instant. Oui, non. Oui, un peu sur la bouche. Oui, bon, un peu sur la bouche. Ah bon, bah, continuez à me dire ce qui se passe. Ah ben là, ils sortent du bar. Suivez-les, hein. Ils prennent un taxi. Bon, bah, prenez un taxi qui suit le taxi. Et voilà. Et là, ils arrivent à un hôtel. Bon, continuez à m'informer. Hein. Bah, je suis monté dans l'hôtel qui est juste à côté ou la maison qui est juste à côté, l'appartement à côté. Ils ont ouvert la porte. Et là, je peux voir depuis la fenêtre de la chambre où ils sont. Ah, bah, très bien. Alors, dites-moi, hein. Et ben là, ils sont en train de se déshabiller. Là, maintenant, ils sont tous nus l'un contre l'autre. D'accord, dites-moi. Ah ben là, ils ont fermé la lumière pour qu'on sortir le rideau. Et le mec, il fait, ah merde, cruelle incertitude. Tiens, franchement, il y a combien de chances pour qu'en fait, c'est un prof de yoga qui est venu me faire du yoga ou de tantra nu, mais qui n'est pas son amant. Il y a combien de chances, là, franchement? Tu vois? Alors, si tu veux jouer au con, tu veux garder ton modèle, qu'elle est fidèle, enfin fidèle, en tout cas, elle n'a pas d'amant, bah, tu dis, bah non, il y a encore une chance. On l'a pas vraiment vu faire l'amour, c'est vrai. Il y a peu de caméras dans la chambre, ça, c'est clair. C'est ce que tu dis, le fameux 99%, 1%, quoi. Il y a quand même 1% voilà, c'est pour ça que je dis 99%. Voilà, on est d'accord. Mais enfin, il y a un moment, allez, on arrête de faire. Bah, franchement, c'est bon, les gars. c'est extraordinaire parce que vraiment, je pense que les gens ont beaucoup peur de la mort. Je le dis parce que moi, je l'ai vécu et il y en a beaucoup. Je pense que vraiment, on est tous un peu dans la lutte au quotidien et tout. Et savoir justement toutes ces choses que tu viens de nous dire, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme et de dire, OK, c'est bon, pas de panique. On n'est pas là pour rien. On est là pour expérimenter, c'est pas grave si on se trompe. Il y a quelque chose après. On perd pas les gens qu'on aime. Ils sont toujours là, rassure-moi, ils sont toujours là. Quand t'as dit qu'ils s'éloignaient, quand t'as dit qu'ils s'éloignaient dans des plans supérieurs, ils attendent quand même un petit peu. Ah oui, ça se fait pas du tout comme ça. C'est pas le temps d'une vie humaine. Le temps d'une vie humaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des cultes des ancêtres dans beaucoup de pays, parce que au Mexique, au Vietnam, etc., parce que il y a encore un commerce réel, enfin des échanges. Mais non, mais c'est au bout de on peut pas calculer le temps justement parce que c'est plus la même notion de temps, mais c'est bien au-delà d'une vie humaine qui perdent leur identité, leur forme, Ok, donc on se rassure, tout le monde se rassure, quoi. On va pas perdre nos parents qui sont passés de l'autre côté. Mais de toute façon, quand tu seras dans un certain état, tu les verras dans leur robe de lumière, dans leur spiritualité, dans leur amour beaucoup plus grand. D'ailleurs, souvent, quand les défunts communiquent avec les vivants, ils disent des phrases toutes simples, mais qui sont souvent les mêmes, qui est je te pardonne ou pardonne-moi s'il y a eu quelque chose qui n'a pas été réglé. Je t'aime, je veille sur toi, fais ta vie, ne t'occupe pas de moi. C'est toujours des messages d'amour. Et c'est pas parce que c'est facile pour un médium de dire ça et de se faire du fric. C'est parce que c'est, même dans les cas où le médium n'a aucun intérêt, parce que c'est dans une recherche, etc., et il gagne rien du tout, et il fera pas de clientèle comme ça, c'est souvent les messages comme c'est des messages, parce qu'il faut pas oublier que quand on meurt, on devient plus spirituel dans les deux sens du terme. Bah ouais, on devient un esprit. En même temps, il y a plus de choix. Plus spirituel. Une fois que tu vois que c'est pas le grand trou noir, tu prends bien à l'évidence, quoi. Voilà. Et souvent spirituel dans le sens drôle, même, ayant un recul sur l'expérience humaine, en sachant maintenant ce qui existe, qu'il y a vraiment une vie après la mort, où ils le savent, quoi, du coup. Ouais, donc, il y a un sens à la vie et on peut expérimenter. Bien sûr. Et c'est pas grave. Mais moi, j'ai quand même peur de la mort, dans le sens où, comme quand j'ai peur de faire du saut élastique ou quand je vais dans un grand 8. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on sait qu'on risque rien, on va pas mourir en faisant élastique, mais on sait qu'on va avoir des super sensations, que c'est nouveau, que ça va nous changer nos trucs.
On va Ouais. dire au revoir à cette bonne vieille terre. Il y a un deuil à faire, cette bonne vieille terre qui nous a permis. Alors on y retournera peut-être après dans les déclarations. Et à ceux qui restent, on ne pourra pas interagir tout à fait comme on le fait maintenant à travers un cadre physique, ça va être plus mental, mais Mm. on va rejoindre nos défunts, les gens qu'on a aimés, ou peut-être d'autres personnes qui sont de notre famille d'âme, qui n'ont pas forcément travaillé avec nous dans cette vie, mais qui vont travailler dans d'autres vies ou dans d'autres domaines, ou que peut-être ont travaillé mais incognito sous forme de quelqu'un qui t'a violé, ou excuse-moi, hein, ou de quelqu'un qui t'a trompé, ou quelqu'un qui t'a, je sais pas, ou au contraire quelqu'un qui t'a beaucoup aimé, une ancienne amoureuse, etc., que tu retrouves sans y avoir même pensé, etc. Et mais à un autre niveau, quoi, d'âme. Donc, mais c'est vrai que c'est la dualité de on dit au revoir, un peu comme on dirait au revoir à un de nos enfants sur le quai d'un train. On sait que cet enfant, il va très loin, il ne pourra pas revenir tous les week-ends. Par Mm. exemple, ou à la raison, c'est un bateau, il va sur un autre continent, on le dit au revoir, on pleure, on est triste. Mais en même temps, on sait qu'il va faire un super voyage et qu'il va Mm. apprendre plein de choses qu'il n'aurait pas pu faire s'il restait avec nous. Et qu'un jour, on le rejoindra, on prendra le bateau pour aller le voir, mais pas tout de suite. Donc, il y a Mm. quand même ce deuil de la séparation. On a dit que chacun va faire ses expériences de son côté et que Mm. c'est pas facile à accepter. On a tendance à être un peu fusionnel parfois avec les gens qu'on aime. Ouais. Mais on les rejoindra. L'amour est plus fort que la mort. Tout ce qui était aimé un jour l'est pour toujours. Et même si les choses ont changé au niveau terrestre, on déteste maintenant la personne, c'est ce gros con que j'aimais avant, qu'il aille se faire voir, ben n'empêche que il y a une partie de notre âme qui reste attachée à lui qu'on croira. Mauvaise nouvelle, on va le retrouver, mais sous une autre forme quand même. Et il faisait partie de la team qui jouait avec nous pour faire un certain nombre d'expériences. Parce qu'on sent, de même que si tu fais du basket, tu joues avec des partenaires particuliers, Mm. tu fais une équipe parce que c'est sympa d'avoir des automatismes, de jouer avec des gens avec qui tu t'entends bien. Eh ben, tu fais aussi des équipes. Mais tu sais, Ouais, c'est c'est un comme peu s'il y cette avait un histoire de soleil de famille départ. d'âme. On descend tous ensemble. Oui, voilà, tout à fait. C'est comme si au départ, tu avais un grand soleil et que chaque groupe d'âmes, c'est des rayons du soleil, puis ensuite se différencient d'autres rayons, puis ensuite, puis après, tu arrives en bout de chaîne, c'est des âmes individuelles. Mais si tu remontes le long du trajet, les âmes se mettent dans une branche, les autres branches se rejoignent à un, puis après, tu retrouves le soleil d'origine, donc tu n'es qu'une expression, tu exprimes une des qualités, une des essences particulières de cette infinité d'essences qu'a Mm. la conscience d'origine, quoi. Tu parles du soleil, mais c'est vrai qu'on Voilà, prend aussi voilà. l'image de la terre d'un arbre souvent aussi. Cette fameuse idée du tronc, et puis après il y a les branches et les feuilles, Oui, quoi. L'arbre de vie, tout tout ça. à C'est pour fait. ça que tout se rejoint. C'est ce que tu dis toi, les religions, les courants philosophiques, spirituels, tout ça se rejoint finalement quand tu commences vraiment à l'étudier. Là, tu te rends compte qu'en fait tout est pareil, tout est la même chose, et même les plus grands génies, en général, ils parlent de choses spirituelles en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Einstein était très spirituel. Einstein. Tu, tu, Tesla était très spirituel. De toute façon, tu prends tous les grands génies, on disait Newton, Descartes, etc. Mais la plupart, Leibniz, c'était très spirituel aussi. Euh, bon, après, les scientifiques suivants, ils l'ont été moins parce que c'était pas cool de l'être pour sa carrière et d'avouer une forme de spiritualité. Hmm. Mais ils ont fait des sondages, par exemple, il y a plein de médecins américains ou de scientifiques américains qui croient en Dieu, tu vois, par exemple. Hmm. Mais ils l'expriment pas dans leur travail et c'est tant mieux. Il faut pas contaminer le champ de la recherche par des postulats ou des idées. Mais n'empêche, faut pas faire non plus l'inverse. Faut pas les éliminer a priori parce que Tout ça à fait fait. mieux. Faut être honnête, quoi. Il faut garder sa lucidité, pas être finalement un fondamentaliste dans un sens ou dans un autre, ni un fondamentaliste matérialiste, un fondamatérialiste comme les appelle Mario Borgard, ni être un fondamentaliste spiritualiste en niant qu'il y a aussi des phénomènes matériels qui restent du domaine de la matière, même si il y a de la conscience partout, c'est ce qu'on appelle le Un petit peu cette idée panpsychisme. de la voie du milieu, comme disait Bouddha, on va pas dans les extrêmes, on essaye de Oui, trouver le juste équilibre. on a besoin des deux jambes pour marcher. On a besoin de la jambe matérialiste et la jambe post-matérialiste. Et c'est aussi l'enjeu, par exemple, de ce qui se passe actuellement dans les psychédéliques. C'est qu'il y a des gens qui veulent ne voir dans les psychiques que des médicaments un peu à part, mais des médicaments quand même. C'est-à-dire qu'on explique tout par, ils agissent sur tel récepteur, ils mettent en œuvre tel ou tel groupe de neurones et ça explique tout. Et c'est faux. C'est l'expérience spirituelle qui soigne. Ça, même la recherche l'a montré. Donc, il y a Hmm. l'autre branche post-matérialiste qui montre que non, l'expérience spirituelle, c'est comme un traumatisme à l'envers. C'est-à-dire qu'un traumatisme va modifier la chimie du cerveau, même en profondeur, et un Ouais. traumatisme positif l'expérience spirituelle va modifier aussi par neurogénèse, par synaptogénèse, par neuroplasticité, par épigénétique, va modifier ton cerveau. C'est pas parce que le cerveau est modifié par les psychiques qu'il y a l'expérience spirituelle, c'est parce qu'il y a l'expérience spirituelle
par la connexion qu'offrent les psychédéliques, qu'il va y avoir modification du cerveau. C'est dans une autre lecture, dans un autre sens. Ouais, Et Joe ça, Dispenza, il en parle beaucoup. J'aime beaucoup aussi Joe Dispenza dans son livre Le placebo, c'est vous. Et il existe bien, tu vois, voilà, vraiment, il utilise les tout à mots fait. scientifiques pour expliquer comment ça marche. Et il dit même un truc Oui, qui rend dingue. Sur l'ADN, on n'utilise que 3%, on ne connaît que 3% de l'ADN. Et le 97% restant, les scientifiques appellent oui, ça de l'ADN poubelle parce qu'ils savent pas à quoi ça sert. Comme si la oui, nature nous avait donné 97% d'ADN qui ne sert à rien, quoi. voilà. C'est quand même Ben dingue. voilà. Mais c'est ça, mais quand les scientifiques matérialistes comprennent pas, ils rejettent, ils méprisent. C'est ça. C'est irrationnel, ça n'existe pas, ou ça sert à rien, ou alors que non, simplement votre connaissance est limitée, il faut l'accepter. Il y a rien que la nature fasse pour rien. Ça, Mm. c'est clair. Si on prend la base qu'il y a une intelligence dans la nature qui traverse toute la nature et qui fait rien pour rien, je vois pas pourquoi il y aurait 97%, ou Eh même bien, pourquoi il y aurait 1% encore, d'ADN. du bon sens, ça, on est d'accord. Ah ouais. Mais En tout tu vois, le cas, problème, vas-y, les dis-moi. scientifiques qui parlent, les matérialistes qui parlent de la conscience, le problème, c'est que souvent, c'est des gens qui n'ont pas fait d'expérience spirituelle. Ah oui. Par exemple, les gens qui parlent des psychédéliques, souvent, ils n'en ont pas pris des psychédéliques, donc ils savent pas de quoi ils parlent, et ça, c'est bien Mm. malheureux. Ça leur Mm. éviterait de dire bien des bêtises s'ils avaient essayé. Et Ouais. bref, ça, c'est autre chose. Je te laisse parler, puis après, on pourra Non, finir, mais si tu veux c'était juste bien. pour dire un petit Ouais, peu ce que tu dis, effectivement, ouais, que la spiritualité, en fait, c'est vraiment personnel et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre et expérimenter parce que tant que tu l'as pas expérimenté, eh ben, tu peux pas comprendre, en fait. Tu peux pas comprendre de quoi on parle quand on parle de champ élargi de conscience, etc. Donc, moi, j'invite toujours les gens qui me suivent à faire leurs propres expériences, à tester des choses. On a parlé de plein de techniques faciles d'accès pour tout le monde. Donc, franchement, si ça vous tente, mais rien que les exercices de respiration, pour moi, c'est le plus facile. Essayez des exercices de respiration en 1 minute, parce que moi j'en ai fait l'expérience aussi, et c'est de la respiration. Vous ne risquez rien, il n'y a pas y a pas de choses bizarres ni rien du tout. Avec des exercices de respiration, vous allez très vite sentir la conscience élargie. Donc faites des tests, expérimentez. En plus, ça va faire plaisir à la conscience universelle puisqu'on est là pour ça. Et comme ça, vous vous ferez votre propre avis. Ne nous croyez pas, expérimentez. Et à ce moment-là, vous pourrez savoir effectivement ce qui est vrai, ce qui est faux, selon vous, selon votre propre expérience. c'est ça. Le mot de C'est la toute la fin, Olivier? différence. Bah, tu viens de le dire, c'est toute la différence entre spiritualité et religion. C'est que religion, Ouais. on est obligé de suivre des dogmes, de faire confiance à la parole d'une personne qui est censée savoir mieux que toi, de qui tu dépends pour avoir accès à un niveau supérieur, tes ceintures noires de judo, de religion, ceinture noire de christianisme, Mm. tu dois passer tes ceintures. Ou alors que la spiritualité, c'est une expérience directe, Mm. sans médiation ou intermédiation, qui passe Mm. par l'expérience. Surtout, ne crois pas, fais ton expérience et tu verras ce que tu vas ressentir, ce que tu vas vivre intuitivement, même cognitivement. Et donc, ouais, moi je dirais si les gens veulent lire, si de parmi tous les livres que j'ai écrits, il y en a qui veulent lire des choses qui ont trait à la soirée, il y aurait pour les psychédéliques l'éveil psychédélique, puisque ça parle justement du noyau commun de toutes les spiritualités qui mènent au même phénomène spirituel. Donc l'éveil Mhm. psychédélique, ça c'est chez Le Duc. Pour ce qui est La mort expliquée aux enfants. Oser. la Oui. conscience, voilà, il y aurait oser parler de l'amour aux enfants et la vie après la mort, parce que Mhm. dans ces livres-là, il y a aussi les modèles scientifiques dont j'ai parlé ce soir, le postmatérialisme, etc., la conscience, le Mhm. mot de la conscience, mais aussi des études, et aussi c'est très pratique. Dans le livre, par exemple, La vie après la mort, il y a un chapitre d'introduction où on dit des choses générales sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après la mort, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, des choses assez générales. Après, il y Ouais. a toutes les études scientifiques. À la fin, il y a un deuxième chapitre de conclusion, tout à la fin, enfin de généralité, qui là est un peu plus élaboré grâce à tout ce qui était dans le livre. Et là, on répond aux questions plus élaborées sur ce qu'il y a après la mort, mais au vu et soutenu par les résultats des études, quoi. Donc D'accord. là, voilà, sur ce que j'ai dit ce soir, je pense que c'est les trois livres qui Oui, qui pourront permettent de aider les mieux gens à comprendre. justement à étudier plus longuement les phénomènes et à faire leur Ouais, propre expérience, etc., si ça les intéresse. En tout cas, franchement, merci infiniment pour ce moment passé ensemble. merci. Merci du fond du cœur. Tu peux même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de t'avoir reçu, d'avoir pu transmettre ce message aux gens, parce que c'est important d'apaiser justement les cœurs, d'apaiser les gens, de leur dire ok, c'est pas grave, tout va bien, tout est amour, on fait tous partie du même univers, des mêmes ondes, de la même substance. Voilà, donc expérimentez, faites-vous du bien et étudiez ces choses-là si ça vous intéresse, parce que justement, c'est ça qui va vous permettre de savoir vraiment si ça marche, si ça existe. Et voilà, soyez apaisés pour les gens qui ont vécu des deuils, etc. Sachez que vos êtres aimés, eh ben, ils vous aiment encore, comme a dit Olivier très, 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 très gentiment, et c'était vraiment adorable.
ce qui a été aimé reste aimé. En fait, l'amour ne disparaît pas avec la mort. Et je pense que vraiment, c'est le mot de la fin. L'amour ne disparaît pas avec la mort. Donc, merci infiniment, Olivier. Et au Merci. plaisir de te retrouver peut-être dans de prochains lives. Mais en tout cas, voilà, je te remercie infiniment. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. Bisous. Au revoir. Au revoir, Olivier. Salut.